Asma Mala donc est doctorante en études politiques. Elle est chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de le docteur, chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS. Elle enseigne à Sciences Po, à l'École polytechnique. Et alors, son livre, qui est paru au Seuil, intitulé Technopolitique, a un sous-titre extrêmement frappant qui donne en quelque sorte l'originalité de son propos. Le sous-titre, c'est « La technologie va-t-elle faire de nous des soldats ?» Et ce qui est intéressant avec ce sous-titre, c'est qu'on comprend que Asma Mala a fait un déplacement original où elle a fait tomber une barrière, c'est-à-dire qu'elle se pose une question à propos de l'intelligence artificielle qui nous concerne, nous, dans nos existences en société, je veux dire nous, civils, et qui concerne aussi le monde militaire. Puisqu'on a l'impression que les outils d'intelligence artificielle vont donner lieu à des humains en quelque sorte augmentés, eh bien, ça pose des questions sur le plan militaire, mais aussi sur le plan civil. Ça pose des questions sur le plan existentiel et personnel, mais aussi des questions de géopolitique. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de décloisonner un petit peu notre manière de réfléchir à ces enjeux. Et maintenant, je vous laisse la parole, Asma, et voilà, bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis absolument ravie d'être là parmi vous. Alors toute seule on stage, donc c'est très impressionnant. Hem Il y a beaucoup de résonance évidemment avec la table ronde qui a précédé. Peut-être pour faire le lien entre donc le livre Technopolitique et la question de l'intelligence artificielle, mais vous l'avez très bien, compris, je crois, à ce stade, c'est d'essayer de comprendre, comme le disait l'une des interventions qu'il y a eu dans les questions-réponses, de démystifier, ou en tout cas de comprendre ce qu'on entend par IA. Et le IA comme concept, en réalité, ne veut pas dire grand-chose. Ça ne ça En tout cas, moi, j'ai pris l'habitude de dire que ça ne veut rien dire. Il faut déjà, et si on se réfère aujourd'hui aux textes de réglementation, de régulation, de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, et cetera, ou même des textes juridiques tout simplement, on parle déjà, et c'est un tout petit peu, plus précis, de SIA, des systèmes d'intelligence artificielle. Et si on devait encore plus réduire le concept, on parlerait de système algorithmique au pluriel. Et tout d'un coup, vous voyez bien que plus on précise, même d'un point de vue juridique, plus on se rend compte que la magie qui est autour de ces outils, en fait, n'existe pas, s'évapore, ou tout d'un coup, on ne parle plus que d'outils d'une certaine façon. Alors certes, avec une capacité calculatoire extrêmement forte, certes, avec des visions du monde et des valeurs qui sont véhiculées, mais des outils. Donc, tout l'enjeu pour nous humains est de garder le contrôle. La deuxième chose, si je devais poser d'abord les constats, c'est ce que j'ai pris l'habitude de dire quand, on me demandait de synthétiser rapidement mon travail ou ma pensée. J'ai pris l'habitude de dire, de façon un tout petit peu, provocante, que nos démocraties étaient mortes. Et en réalité, moi, je parle, contrairement peut-être aux intervenants, précédents, ou en tout cas ce que vous pouvez beaucoup entendre dans le débat public, je parle, moi, depuis les sciences politiques, depuis la théorie politique. Et absolument pas du tout d'un point de vue technique. Donc c'est pas du tout la peine de m'emmener sur comment est-ce qu'on construit l'algorithme et quelle est la profondeur de la boîte noire. C'est pas du tout mon propos. Mon propos est davantage, politique, et c'est de dire que les démocraties telles qu'on les a connues, telles qu'on les a conçues jusque-là, telles qu'on les a même exercées jusque-là, sont mortes. Et sont mortes notamment et entre autres, pas que, mais notamment et entre autres récemment, par ce que j'appelle le choc technologique. Et alors, le choc technologique, c'est quoi? Si on devait essayer de comprendre cette problématique, c'est 3 choses. Je crois humblement, et on pourra en discuter, mais que pour comprendre ce qui est en train de se passer dans ce début de 21e siècle, il y a 3 éléments à avoir en tête pour comprendre les changements de paradigme. La première et pourquoi je dis que la démocratie est morte. La première chose, la première nature du choc, c'est qu'en fait, on est passé des démocraties du XXe siècle qui étaient comment? Qu'on avait architecturé comment? Production de masse, consommation de masse, éducation de masse, médias de masse, verticalité, du haut vers le bas, et qu'on a hérité d'une certaine façon des révolutions industrielles de la fin du XIXe siècle. La principale rupture que le choc technologique
dont l'IA, mais pas que, j'y reviendrai. Parce qu'aujourd'hui, on a une focale sur l'IA, mais qu'il va falloir un tout petit peu décentrer aussi. Le principal choc que ça amène, ces technologies-là, c'est qu'en fait, on passe de la masse à l'hyper-personnalisation de masse. On est capable, par tous ces algorithmes, et surtout par vous, c'est-à-dire toutes les données qu'on produit sans cesse du matin au soir, tout ce qu'on produit sur les réseaux sociaux, les plateformes, c'est autant de données que vous laissez non pas sur votre privacy, sur votre vie privée avec les vieux, si vous voulez, débats qu'on avait mis sur est-ce que votre vie privée, est-ce que votre intimité compte vraiment? Mais en fait, toutes ces traces que vous laissez donnent des informations, pas simplement sur ce que vous mangez ou sur le shopping que vous faites, mais donnent surtout des informations sur vos fragilités, vos biais, vos opinions, vos croyances, votre graphe social. En gros, ce que vous êtes dans votre identité, ce que vous êtes dans votre singularité. Et dès l'instant où on sait croiser toutes ces datas-là, on sait qui vous êtes et j'ai presque envie de vous dire, à l'insu de vous-même, sachant peut-être ce que vous êtes parfois sur certains champs, sur certains sujets, mieux que vous-même. Ce qui donne, d'un point de vue politique, en fait, une capacité à vous micro-cibler dans votre intime. L'intime devient et politique. D'un point de vue, si vous voulez, du côté noir de la force, ça a été tout le scandale Cambridge Analytica, par exemple, 2016. La campagne de Donald Trump, qui était dirigée à l'époque par Steve Bannon, avec aussi des chercheurs russes qui étaient dans la boucle des startups et qui, en fait, par justement cette capacité de micro-targeting, ont eu la volonté, en tout cas, c'est toujours très difficile à tracer le passage à l'acte, en démocratie en tout cas, mais avaient la volonté de cibler les États qui étaient hésitants et en particulier des électeurs spécifiques de ces États hésitants. Et notamment un des cas qui avait été très intéressant et qui avait été théorisé par Bannon, c'était de dire, en fait, on va empêcher le vote. On ne va pas faire que influencer le vote, on va essayer d'empêcher le passage du vote d'un certain nombre d'électeurs, dont les électeurs noirs. Et il parlait déjà de bataille culturelle, dopée à l'algorithme, dopée à l'IA. Et c'est très, très intéressant, le scandale de Cambridge Analytica, qui est en fait le prémisse ou les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes de doctrine militaire, les guerres cognitives. C'est-à-dire manipuler non pas simplement l'information par les deepfakes, par les IA génératives, par les réseaux sociaux, par tout un tas de manipulations, mais monter l'amont, remonter la chaîne de valeur pour en fait manipuler vos perceptions. Et ce sont des nouvelles conflictualités cyber, hybrides, qui se jouent à bas coût, ça coûte pas très cher, et surtout qui se jouent sur le temps très long. Je ferme ma parenthèse, on y reviendra peut-être. Mais première nature du choc donc, et je reboucle et je n'oublie pas ma démonstration, le fil de ma démonstration, c'est hyper-personnalisation de masse. Nous sommes des atomes perdus dans la masse. Et en fait, c'est ce qui, d'un point de vue de la fragilisation démocratique, empêche quoi? Le collectif, le commun, la création de liens. C'est déjà ce que pressentait et écrivait Hannah Arendt, en fait, quand elle expliquait que bah, la perte du lien, la perte du commun, le fait que nous ne soyons plus que des atomes perdus dans la masse, en fait, c'est des autoroutes vers les totalitarismes. Et je vous le donne dans le mille, qu'est-ce qu'on est en train de voir arriver un peu partout dans le monde? Des QFD. La deuxième chose et la deuxième nature du choc technologique, c'est la dualité, ce que expliquait très justement Alexandre en introduction. C'est la dualité de ces technologies-là. Elles sont, by design, par nature, civiles et militaires à la fois. Un réseau social, par exemple, mais je vous prendrai aussi l'exemple des IA génératives, c'est des espaces très sympas hein, pour vous informer, pour faire de la veille d'information, pour voir ce que font vos potes, pour poster. Je suis la première à utiliser les réseaux sociaux. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus. Je sais que certains philosophes aiment beaucoup culpabiliser les utilisateurs. Je crois que c'est absolument idiot et débile et c'est n'avoir pas compris le côté systémique, infrastructure systémique de ces outils-là.
En revanche, il y a un principe de responsabilité à avoir en face de ces outils. Donc, ce sont des technologies dites duales, civiles et militaires. Un réseau social, c'est très sympa, mais en même temps, ce sont aujourd'hui des armes d'influence, des espaces géopolitiques, de lutte informationnelle, de manipulation cognitive. C'est ce qui explique, par exemple, toute l'hystérie en ce moment autour de TikTok, qui cristallise la rivalité géostratégique entre les États-Unis et la Chine, par exemple, qui a une énorme focale sur la question technologique en général, sur la question de l'intelligence artificielle en particulier. Et enfin, la dernière nature du choc technologique qui vient tuer, agoniser d'une certaine façon nos démocraties dites libérales, c'est l'apparition de ces acteurs qui sont les géants technologiques, les tech giants ou les big tech, que vous pouvez compter sur les doigts littéralement de 2 mains maximum et qui sont aujourd'hui les principaux concepteurs, producteurs de ces outils-là, dont les intelligences artificielles. Et le problème que ça pose, c'est que ce ne sont pas simplement des entreprises privées, mais ce sont aujourd'hui des entités hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont aussi des acteurs géopolitiques, ce sont aussi des acteurs militaires, ce sont évidemment des acteurs économiques et industriels, ce sont aussi des acteurs politiques avec des agendas idéologiques. Et donc de ce point de vue-là, et c'est là peut-être le principal problème qu'on a, à mon sens en tout cas, en termes de politique publique, c'est qu'on a des acteurs systémiques qui ont aujourd'hui des écosystèmes entiers de technologies, de captation de données. Par exemple, toute la galaxie X-Corp de Elon Musk, qui va avoir des satellites, un réseau social, des robots, des implants cérébraux, des voitures autonomes, électriques, en expérimentation. Et en fait, quand il croise toutes ces datas-là, et ben en fait, il est en train de croiser, de quadriller à peu près l'ensemble de nos usages. Et ça pose un problème parce que quand vous avez des acteurs qui sont à ce point devenus des goulots d'étranglement, y compris d'un point de vue géopolitique, puisqu'ils sont, dans ma thèse en tout cas, et c'est ce que je défends comme idée, des extensions de la puissance états-unienne, qui sont aussi des outils de soft et de hard power. Hard power en Ukraine, par exemple, Starlink en Ukraine, Microsoft en Ukraine, Google en Ukraine, Amazon en Ukraine, sur les questions de cyberdéfense, sur les questions de trouver des systèmes de redondance et de backup des télécommunications ukrainiennes, sur toute la filière et sur toute la gestion logistique de la guerre. Ils ont été des acteurs en front line, en première ligne. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi du hard power. Donc toute la question qui se pose, c'est que, et dans le même temps, et pourtant, ce sont des entreprises privées, avec un statut juridique de boîte privée, qui rendent donc des comptes acquis au marché, ou, quand elles sont sorties de la cote, à elles-mêmes, donc avec le règne d'une forme d'arbitraire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Elon Musk, et ça pose un problème. Ça pose un problème du point de vue de la démocratie, c'est-à-dire concrètement du point de vue, non pas du pouvoir, mais du contre-pouvoir. Ça pose donc la question politique de non pas les diaboliser comme on adore le faire, et je trouve ça un peu idiot, parce qu'elles sont là, ils sont là, ces acteurs-là, mais c'est la question de se dire comment est-ce qu'on aimerait les gouverner. Qui les gouverne eux? Par quel pacte, par quelle source de légitimité ils ont tout d'un coup autant de pouvoir? Et en fait, le pacte qu'on a signé avec eux est extrêmement faible, est asymétrique, puisque ce sont les conditions générales d'utilisation qu'on va s'empresser d'accepter. Et ce n'est absolument pas suffisant. Vous mesurez bien l'asymétrie de pouvoir qu'on a. Donc ces trois natures du choc, hyper-personnalisation de masse, dualité de la technologie by design, arrivée de géants technologiques qui sont en fait des entités hybrides avec des agendas politiques, avec des prérogatives géopolitiques, en fait, sont en train de nous changer de siècle et changer de paradigme. Et ça, c'est absolument fondamental à avoir en tête pour comprendre quelles sont les nouvelles réponses qu'on donne. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement pragmatique, c'est de la réelle politique. Il ne s'agit pas de dire c'est génial ou c'est affreux, il ne s'agit pas de dire c'est la fin du monde ou c'est extraordinaire. En fait, les intelligences artificielles sont des outils, des émanations qu'ils fabriquent et qui reflètent leur stratégie de puissance. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez aussi, là encore, des batailles culturelles entre eux. C'est-à-dire que les géants technologiques ne sont pas simplement des entités
homogènes ou des blocs homogènes, mais ils ont des vraies dissensions de vision politique entre eux. Quand ChatGPT est sorti fin 2022, la première réaction ou une des premières réactions, ça a été celle de Elon Musk. Parce que Elon Musk était le mentor de Sam Altman et qu'ils avaient été et Elon Musk a été l'un des premiers fondateurs en 2015 de OpenAI. Il en est vite sorti pour tout un tas de raisons, dont une raison de divergence de point de vue ou de vision politique. Et la première chose que Elon Musk va dire, c'est ChatGPT, c'est un outil woke. Il véhicule des valeurs woke. Et donc, de ce point de vue-là, c'est inadmissible parce que Elon Musk a une vision idéologique du monde particulière. Il fait partie de cette élite technologique qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans la vallée le anti-woke capital et qui a comme objectif, si vous voulez, de, de bouger une forme d'agenda de l'alt-right américaine, une espèce de droite extrême composite américaine. Et Musk en fait partie. Et donc l'idée pour lui était de se dire, mais enfin, ChatGPT donc véhicule des valeurs woke, des visions woke, donc il faut absolument que je développe une contre-IA qu'il va appeler Grok et qui va, elle, véhiculer une vision du monde, un narratif, des connaissances, des savoirs qui sont anti. Et donc, vous voyez bien que tout d'un coup, les intelligences artificielles ou l'IA, donc en l'occurrence générative, devient le socle d'une bataille qui nous dépasse. Et que de ce point de vue-là, de cette conversation-là, nous, citoyens, nous, utilisateurs, sommes en l'état des choses complètement exclus de cette conversation qui se joue entre géants technologiques, entre eux. Et c'est en ce sens qu'il nous faut être très vigilants et donc de démystifier les peurs parce qu'ils fonctionnent aussi par des effets de sidération. Tous les narratifs qui circulent aujourd'hui sur l'IA, ou une grande partie des narratifs qui circulent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les risques existentiels, la fin du monde, la fin de l'humanité, les super IA, le point de singularité, etc. Tout ça, en fait, ce sont des récits aussi, beaucoup, qui sont véhiculés par eux, ces acteurs-là, pour en fait créer aussi un effet de sidération. L'effet de sidération fait que vous allez beaucoup en parler. En parler beaucoup crée un effet de mode. Créer un effet de mode crée une vague de hype. Quand vous êtes hype, quand vous êtes à la mode, vous faites quoi? Vous levez des fonds. C'est du marketing, c'est du business. Et ils ont besoin de beaucoup, 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 beaucoup pour continuer à développer leurs outils. Parce que vous avez besoin des supercalculateurs, parce que vous avez besoin des semi-conducteurs qui sont en aval de la chaîne de production des IA. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'intelligence artificielle est une industrie avec une chaîne de valeur, avec son aval et son amont. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur son amont, c'est là où se cristallise la rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine, notamment sur la question des puces. Vous avez tous forcément entendu parler de TSMC, de la question taïwanaise. Et donc là se jouent aussi des rivalités. Et c'est en ce sens que les géants technologiques, que l'intelligence artificielle générative par exemple, devient un outil de rivalité géostratégique et de leadership géopolitique. On parlait aussi tout à l'heure en introduction de la question hybride, c'est-à-dire que les IA sont aussi des IA militaires. Et aujourd'hui, ça pose des questions absolument énormissimes dans le champ militaire, notamment la question des armes autonomes. Il y a deux fronts aujourd'hui, Ukraine et Gaza, qui sont des terrains d'expérimentation à échelle de ces outils. Et on a cru pendant très longtemps que ça allait être des outils d'une extrême précision. C'était le vieux rêve américain, vous savez, de la frappe chirurgicale qu'on n'a jamais, jamais, jamais réussi à mettre en œuvre. Mais c'était de se dire, avec les IA, les logiciels d'intelligence artificielle, bam, on va savoir super cibler le micro-ciblage dont je vous parlais, par une connaissance extrêmement fine de l'environnement et de l'écosystème. Parce que c'est ça qu'amènent les IA. Une mise en données du monde qui fait qu'en fait, et là c'est vrai, ce que la remarque de la personne qui est dans le public est très juste. Alors qu'aujourd'hui, nous avons dépassé en effet par ces outils-là nos propres capacités cognitives humaines calculatoires. Et donc tout d'un coup, ce sont des outils de façon extrêmement pragmatique dans le champ militaire, sur les champs de bataille, qui peuvent être extrêmement précieux, puisque la principale guerre, c'est pas du tout la guerre entre camps. La principale guerre, c'est la guerre contre la vitesse, contre le temps. C'est le premier qui dégaine à gagner.
Or, le premier qui dégaine ne peut pas dégainer sans intelligence artificielle, c'est-à-dire cette capacité calculatoire à tout capter en temps réel, à tout comprendre en temps réel, pour en fait en ressortir des scénarios d'action en temps réel. Il y a eu des démonstrations, notamment sur l'usage de ChatGPT. D'ailleurs, par parenthèse, ChatGPT GPT dans le champ militaire en janvier de cette année 2024, et c'était très intéressant. Ça n'a pas été beaucoup relayé dans les médias, a supprimé de façon assez discrète d'ailleurs dans ses mentions légales l'interdiction de son usage militaire. Très concrètement, un ChatGPT ou n'importe quelle IA générative d'ailleurs, le français Mistral ou l'allemand Aleph, peu importe. Très concrètement, sur un champ de bataille, ça fait quoi? Ça fait que vous allez capter toutes les datas que vous avez préalablement d'ailleurs entraînées, hein, sur les différents cas de guerre. Et donc, vous allez capter toutes les données en temps réel, les données que vous allez avoir par satellite, sur le terrain, par les caméras embarquées, par les drones, et cetera, par les armes. Ça fait beaucoup, beaucoup de données que vous allez donc mettre, et tout d'un coup, sur une situation donnée, votre, IA générative va vous sortir les différents scénarios possibles. Et dans les démonstrations et les simulations qu'on a eues, un général, dans la chaîne de commandement classique, par son histoire, par son expérience, par, ce qu'il a vu précédemment dans les autres terrains, de guerre, les autres théâtres de guerre, va sortir, disons, mettons, de sa tête, par réflexe métier, va pouvoir sortir 5 scénarios, disons. Dire: «Bon, à partir d'une situation donnée, voilà mes 5 possibilités. Voilà mon arbre de décision». L'intérêt d'une IA sur le champ de guerre, c'est qu'elle, elle ne va pas avoir vos angles morts. Le général, l'humain, lui, va avoir des angles morts, va avoir ses propres biais, va avoir ses propres filtres, ses propres réflexes d'expérience. L'IA, elle, non. Et donc, elle pourra en sortir 8, 9 et donc compléter les angles morts. Ce que je veux dire par là, c'est que 1, c'est une guerre de la vitesse. 2, il y a des complétudes, des complémentarités à trouver avec l'homme. Et que l'exemple de Gaza était très intéressant parce que c'est ça que ça nous a montré, c'est que 1, c'était pas du tout la frappe chirurgicale, que tout d'un coup ça devenait des armes de destruction absolument massives. Et que 2, elle l'était massive parce que on a complètement bypassé l'humain. C'est-à-dire que parce que c'était des guerres de la vitesse, parce qu'il fallait aller très, très vite, parce qu'il fallait avoir des éléments de discours politique et de com politique très rapides, des résultats rapides, eh bien, tout d'un coup, toutes les validations humaines, au fur et à mesure progressivement, ont sauté. Et on a automatisé le ciblage et la mort. Avec cette question morale, cette question philosophique qui se pose à nous. Si vous automatisez la guerre, si vous automatisez à ce point la bataille, à quel moment la guerre, telle qu'on l'a construite, telle qu'on la pense, telle qu'on l'a dans les représentations, c'est-à-dire les chairs, le sang, la mort, à quel moment la guerre ne devient plus que de l'assassinat? Et ça, c'est une question éthique, morale, juridique, de responsabilité fondamentale, et sur laquelle, hélas, les opinions publiques, vous êtes là aujourd'hui et merci, mais les opinions publiques sont totalement, totalement absentes, pour ne pas dire parfois indifférentes. Et si je reviens à la question de la rivalité géostratégique États-Unis-Chine, on a aujourd'hui, donc vous l'avez compris, c'est une guerre de leadership, une bataille de leadership, une course de leadership, où l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle à usage militaire, est absolument centrale. Et donc aujourd'hui, dans tous les cénacles internationaux qu'on a un peu partout dans le monde, l'ONU, etc., on a beaucoup de sommets, beaucoup de discussions sur les armes autonomes. Et la question est de se dire, quelle régulation, quelles règles, quelles limites on met? Mais vous avez 2 acteurs qui n'en mettent jamais. Ils sont dans toutes les discussions tout le temps, ils sont partout. Ils sont à l'ONU, ils sont dans les sommets de La Haye, de Vienne, etc. Mais ils n'en mettent pas des limites. C'est les États-Unis et la Chine. La Chine a le plan assumé, qui a été déclaré, d'être une armée de rang mondial à 2049.
Les États-Unis ont un enjeu de préservation de puissance. De ce point de vue-là, il n'y a aucune raison valable pour qu'ils mettent des limites à l'innovation et à la puissance. La prochaine étape, ce sont les armes autonomes. Et donc, charge à nous de prendre le sujet d'un point de vue démocratique, d'un point de vue politique, pour faire infléchir ces conversations-là, si on le souhaite. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que tous ces sujets qui sont éminemment brûlants, qui sont au cœur de l'actualité internationale, qui sont en train de reconfigurer et redéfinir l'échiquier géopolitique mondial, l'ordre mondial, qui est totalement multipolaire aujourd'hui, pose deux questions. La question de la gouvernance des géants technologiques, acteurs de la puissance. Qui gouverne les acteurs technologiques systémiques? Qui les gouverne, si ce n'est pas nous? Et moi, je dis qu'il faudrait peut-être qu'on mette un tout petit peu plus notre nez là-dedans, par tout un tas de mécanismes qu'on peut discuter, que je propose et qu'on pourrait détailler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est notre modèle politique, la démocratie. Qu'est-ce qu'on entend par modèle démocratique quand nos modèles sont précisément chahutés, sont déstabilisés par toutes ces technologies cyber-hybrides sous le seuil, lutte informationnelle sur les réseaux sociaux, guerre cognitive qui arrive, les IA militaires, etc. Qu'est-ce qu'on appelle modèle démocratique? C'est quoi notre identité? C'est quoi nos valeurs? Quand en fait, au fur et à mesure, et plus on avance, pris dans l'injonction de nos adversaires, de façon subreptice, on converge. On regarde sur les questions de technosurveillance. Il y a une tentation. Reconnaissance faciale, mettre des algorithmes, capter les données. Un coup, c'est pour le fisc, un coup, c'est pour la sécurité, un coup, c'est pour les JO. On a beaucoup cette discussion-là en ce moment en France. Et combien de temps encore on va faire comme si ça n'existait pas, détourner le regard? Aux États-Unis, vous avez 4 grands pouvoirs. Le quatrième, c'est évidemment les médias. On en parlera, je crois, demain. La presse, comme contre-pouvoir. Il y en a un cinquième qui est officieux, mais qui est un cinquième pouvoir et qu'il va falloir que nous, collectivement, on investisse, c'est l'opinion publique. L'opinion publique a cette capacité, si elle est éduquée, si elle est articulée, si elle sait se mettre en route, à devenir un pouvoir politique, à faire pression sur les dirigeants et sur les responsables politiques, à faire infléchir certaines directions. Et donc répondre à la question, quelle démocratie voulons-nous reconstruire? Pour quel projet de société? Où est-ce qu'on a envie d'aller collectivement? Collectivement à échelle locale, collectivement à échelle nationale, collectivement à échelle communautaire. C'est quoi la Grèce dans 50 ans? C'est quoi l'Europe dans 30 ans, prise en sandwich entre les États-Unis et la Chine? Comment est-ce qu'on repense la question de notre souveraineté? Non pas comme une autarcie, mais comme un rapport de force. Et si c'est un rapport de force, alors qu'est-ce qu'on a à mettre, nous, sur la table? Quelle est la nature de la transaction qu'on met en place avec nos adversaires, mais d'abord avec nos alliés? Et notre dépendance technologique est énorme, énorme. Les IA que vous utilisez, les réseaux sociaux que vous utilisez, les plateformes que vous utilisez, demain les implants cérébraux de Elon Musk que vous mettrez sont américains. Donc, comment est-ce qu'on détend cette discussion collective? Et donc, vous voyez bien que la question n'est absolument pas technique, elle est fondamentalement politique. Et je terminerai peut-être sur 2 citations. Heidegger le disait: «La technique n'est pas technique. La technique est anthropologique, la technique est politique», avec tout ce que je viens de vous dire. Et puis, je terminerai vraiment définitivement sur, un philosophe français que j'aime beaucoup, 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 qui n'était pas du tout philosophe à la base, qui était urbaniste, penseur, complètement iconoclaste, totalement hybride lui aussi, qui s'appelait Paul Virilio et qui avait tout vu et tout anticipé déjà. Et qui disait cette phrase très belle et que je vous livre et que je vous donne. Le progrès est devant nous à condition de dépasser sa propagande. Si on a
on arrive à prendre ce recul, si on a compris les enjeux, si on se redonne du pouvoir par la curiosité, par la lecture, eh bien à ce moment-là, on est capable, nous, de dire quel est l'avenir qu'on a envie de façonner. Et donc la principale boîte noire, elle n'est pas algorithmique, c'est l'avenir. Et c'est nous qui le construisons. Rien n'est donné, rien n'est imposé par défaut, ce sont des constructions collectives. Et de ce point de vue-là, la conversation devient fondamentalement démocratique. Et l'IA n'en est plus qu'un prétexte. Je crois que j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions si vous l'acceptez. Voilà, on espère qu'il fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, là-bas. On va faire avec eux. Il y en a, il y en a. Pardon. Je vous vois pas parce que j'ai le flash de la lumière dans les yeux. Donc, désolée, si je sais pas, la personne qui parle. Ça marche pas le micro? Est-ce qu'il l'a bien ouvert? Il est ouvert? Il est ouvert? J'ai été très heureux de vous écouter et votre souci politique, μεταφράζω κιόλας, είμαι πολύ ευχαριστημένος που την άκουσα, τις πολιτικές ανησυχίες της. Et puis, je vais dire quelque chose optimiste και θέλω να πω κάτι αισιόδοξο. Vous écoutez, Madame Mala? Δεν δουλεύει. Ναι. Οκ. Λοιπόν, θα τα πω τότε ελληνικά γιατί αφού δεν... La traduction, est-ce que vous entendez la traduction? Ok. Est-ce que vous entendez la traduction? C'est bon. Je suis optimiste. Όχι, όχι, με βοηθάει να σκέφτομαι. Με συγχωρείτε, δεν θα μιλήσω πάνω από 2 λεπτά. 3 λεπτά το πολύ. Donc, je vais traduire moi-même, dit l'intervenant, parce que ça me permet de réfléchir. Donc, dans les 2 langues, nous allons le laisser traduire. Mathématicien et aussi pédagogue. Alors, είπα ότι είμαι μαθηματικός και παιδαγωγός. Ces deux identités de moi m'aident à être optimiste contre la dictature des technologies, contre la dictature des technocrates. Και αυτές οι 2 ιδιότητες μου ως μαθηματικού και παιδαγωγού με βοηθάνε να είμαι αισιόδοξος εναντίον της δικτατορίας των τεχνοκρατών. Parce que les algorithmes ne sont pas des sciences. Οι αλγόριθμοι δεν είναι επιστήμη. Quand on emploie un algorithme, il peut être qu'on ne comprend les mathématiques au-dessous de l'algorithme. Το να εφαρμόζει κανείς έναν αλγόριθμο και άνθρωπος, όχι μόνο μια μηχανή, δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει τα μαθηματικά πίσω από τον αλγόριθμο. On a proposé à ChatGPT des questions mathématiques simples. Προτείναμε απλά μαθηματικά ερωτήματα στο ChatGPT. Et il a échoué. Il est en grec on dit μπουμπούνας. Είναι μπουμπούνας στα μαθηματικά. Il ne peut pas répondre correctement que sauf les questions sont dans la littérature et
et les obtient στατιστικament. Δεν μπορεί να απαντήσει, δεν μπορεί να συλλογιστεί μαθηματικά και προσπαθεί να σαρώσει στατιστικά τη βιβλιογραφία για να απαντήσει. Monsieur, excusez-nous, on a plusieurs questions. Le résultat est tragique pour les technocrates. On va prendre 3 questions et puis on va vous redonner la parole. Madame Mala. Bonsoir, félicitations pour votre excellente intervention. Je voudrais poser une question. Je suis dans le domaine de l'informatique et je suis heureuse de voir que vous parlez également de politique. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que dans le système politique actuel du capitalisme, est-ce qu'on peut espérer à des jours meilleurs pour ce qui est de l'intelligence artificielle? À votre avis, l'intelligence artificielle peut aider l'humanité effectivement, tenant compte que nous vivons dans un système capitaliste? Bonsoir, félicitations pour votre intervention. J'aimerais poser une question sur la géopolitique à laquelle vous avez fait référence. Vous vous êtes concentré sur la Chine et les États-Unis. Vous avez posé des questions, vous avez fait des réflexions sur l'Europe. Est-ce que vous pouvez analyser davantage, à votre avis, quelle est la place de l'Europe concernant l'intelligence artificielle et pourquoi, d'une part, l'Europe prend des initiatives législatives pour définir le cadre de l'intelligence artificielle et d'autre part, on voit que dans ce domaine, elle accuse un retard. Je pense que c'est un peu contradictoire. Merci. Et bonsoir, j'avais une petite question sur la question donc, de la course de vitesse que se livrent les États-Unis et la Chine. Ouais. Et sur le positionnement donc, de l'Europe dans cette course de vitesse. Est-ce qu'il existe une spécificité donc, européenne dans la conception de la technologie de l'IA? Merci. Il marche? Oui. Donc, 2 têtes. Vous avez de la chance, j'ai une mémoire d'éléphant. Sur la première, qui était d'abord davantage une remarque ultra intéressante avec beaucoup d'éléments. Je ne sais pas si le monsieur est parti, celui qui faisait sa propre traduction. Il est parti? Ça m'inspire plusieurs remarques en retour. Je vais essayer d'être synthétique. La première chose sur la technocratie, en fait, très basiquement, ce que vous décrivez, si vous êtes encore là, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Et en effet, que je critique. C'est-à-dire qu'à chaque problème donné de politique publique, vous allez avoir une réponse techniciste qui soit juridique, et ça répond déjà partiellement à la question de la position européenne, ou technique. Donc ça va être toutes les questions, par exemple, sécuritaires. Vous avez un problème de sécurité, bam, on va mettre des caméras, on va mettre des algorithmes, on va quadriller, on va bouffer vos libertés fondamentales, et peu importe dans la balance et dans l'arbitrage, puisqu'en fait, on a une solution. Et peu importe si elle est invasive, intrusive, allégale, c'est-à-dire dans une zone de droit grise, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on ait une communication politique à apposer. On s'agite, voilà, on fait. Mais ça convainc, d'une part, personne, et d'autre part, ça casse au fur et à mesure l'état de droit. Et ça, c'est fondamental à garder en tête. Est-ce qu'on tient encore à la façon dont on a construit nos états de droit, c'est-à-dire basés sur des libertés fondamentales, des pouvoirs, mais aussi des contre-pouvoirs, l'accountability, le rendement de compte d'un certain nombre d'acteurs dans des prises de décision qui tiennent en fait à notre destin commun. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et en effet, il y a cette tentation du solutionnisme. Solutionnisme qui en fait est un cache-misère, puisque à chaque fois, le principal problème n'est jamais technique. Le problème de la sécurité, c'est pas un problème technique. Le problème des inégalités, le problème de l'école, le problème des hôpitaux publics, le problème du travail, le problème du déclassement de l'Europe, c'est pas technique. Ce sont des problèmes sociaux, ce sont des problèmes politiques. Le malaise démocratique, la fatigue démocratique que l'on est en train de vivre dans toutes les démocraties aujourd'hui libérales occidentales, ce n'est pas l'IA qui l'a créé, ce n'est pas Elon Musk qui l'a créé. Est-ce que ces outils-là amplifient un problème initial? Oui.
est-ce que ces mêmes outils-là pourraient nous aider à régler quelques problèmes initiaux? Je pense au changement climatique ou à la question de la santé. Oui, aussi. Donc, je terminerai par répondre ceci. La principale problématique de l'alignement, c'est pas l'alignement tel que les géants technologiques nous le font croire, c'est-à-dire un risque existentiel de fin du monde, et donc on va faire des IA qui vont vraiment être toutes gentilles pour ne pas nous détruire à la fin. C'est ça l'alignement, je le schématise, tel qu'il est entendu dans la Silicon Valley. Non, le principal alignement, c'est en fait à nous d'être assez intelligents pour inverser la proposition, c'est-à-dire de dire non pas l'innovation pour l'innovation, on a des outils, oh tiens, comment est-ce qu'on va les réguler? Toujours prendre le problème quand il est là par l'aval, mais c'est d'abord de se dire, quel est notre projet de société? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Indépendamment de la question technique. Et voir après, quels outils peuvent nous aider à aller là où on a envie d'aller. Vous avez envie d'aller où? De la justice sociale? Des territoires zéro carbone? La conquête de l'espace? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est le désir? Quelle est la liberté initiale, collective? Et après, on verra bien quels outils on met. Et en fait, on a fait tout l'inverse. On est à l'envers. On a la tête à l'envers. Et il va falloir qu'à un moment donné, nos responsables politiques, nos intellectuels, vous, nous, tous, on remette les choses à l'endroit. Les bonnes choses à la juste place. C'est ce que Paul Ricoeur appelait les institutions justes. Il va falloir qu'on réapprenne les institutions justes. Deuxième question, c'était sur le capitalisme. Moi, je ne suis pas... moi, je suis réaliste. C'est-à-dire que je ne suis pas Morozov, ou même je crois que vous aviez votre ancien Premier ministre qui a écrit un truc sur le techno-féodalisme ou je ne sais quoi. Moi, je ne suis pas du tout dans une veine révolutionnaire, pour une raison extrêmement simple, c'est que je suis réaliste. Pour faire une révolution, il faut beaucoup de conditions qu'on n'a absolument pas du tout aujourd'hui. La question des syndicats, des corps intermédiaires, la question des classes sociales. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ces problématiques-là. Donc, d'un point de vue extrêmement disons, de réelle politique, la question du capitalisme, c'est plutôt de se dire, et en soi, bon, c'est un modèle comme un autre, c'est comment est-ce qu'on l'infléchit? Donc, on revient à la question de qui gouverne. C'est-à-dire, à un moment donné, dans tous les parties prenantes qu'on a, comment est-ce qu'on réinsuffle du contre-pouvoir, c'est-à-dire de la discussion collective. Et ça, c'est des architectures à trouver dans des démocraties qui, parfois, ont cette tentation un peu paranoïaque, d'ailleurs, de casser les corps intermédiaires, d'assécher les ONG, les watchdogs, etc. Donc, c'est peut-être tout ce travail aussi de vivification des espaces de discussion, des espaces de débat, mais le vrai débat, c'est-à-dire pas du tout tel qu'aujourd'hui on l'a construit, c'est-à-dire une polarisation où plus personne se parle, où tout le monde se hurle dessus, mais revenir au milieu, se reparler au milieu, ne pas être d'accord, mais au milieu, c'est-à-dire ensemble. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on a aussi le droit de ne pas s'insulter. On a aussi le droit de s'écouter. Et ça, c'est des réflexes qu'on a perdus et qu'il faut retrouver. Et ça ne doit pas être si sorcier à retrouver. Et vous voyez que dans ma réponse, ce n'est toujours pas technique. La troisième question sur la question de la souveraineté, et que je vais coller à la quatrième, la question de l'Europe. Le réflexe qu'on a eu, ça a été une réponse réglementaire. On a eu ce réflexe-là de poser à chaque fois des textes. Parce que nous n'avons pas réussi à avoir des géants technologiques, nous n'avons pas réussi ça. On a pris 40 ans de retard pour plein de raisons structurelles, diverses et variées, manque de vision, on n'a pas compris, on n'a pas pris la bonne truc. On n'a pas construit l'Europe comme ça. L'Europe, on ne l'a pas construite dans une vision politique. On l'a d'abord construite en pensant que la dimension politique arriverait, mais on l'a d'abord construite comme un marché. Et donc, on a mis beaucoup de temps à changer la doxa. Et en vérité, le tournant s'est fait en 2019 avec l'arrivée de Thierry Breton au sein de la Commission européenne et qui, lui, a changé. Et c'est le premier ou un des premiers qui a commencé à parler de la question du rapport de force. Et d'ailleurs, on ne parle pas tellement de souveraineté, enfin si maintenant, mais au début, on parlait d'autonomie stratégique. C'était Emmanuel Macron, d'ailleurs, en 2017 déjà, qui l'avait mis au cœur de son pas directement de son programme, mais en tout cas de sa vision, de son discours.
Il n'en a pas fait grand-chose, je dois dire, ça a été assez décevant, mais le concept avait été posé, l'autonomie stratégique, donc repris en 2019 par Thierry Breton. L'arme la plus facile, la plus rapidement implémentable quand vous êtes en faiblesse, quand vous êtes en dépendance, c'est l'arme juridique. C'est facile d'écrire des textes et de vite les... Enfin, vite, dans le cas de l'Europe, en plus, c'est très long. Mais enfin, à échelle, disons, du retard, de le faire le plus rapidement possible. Donc, en fait, on a construit des lois, plutôt des paquets réglementaires, Digital Service Act, Digital Market Act, AI Act, Data Governance Act, etc. D'un point de vue politique, puisque moi je parle de là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous dites aux acteurs extra-communautaires, chinois, américains, attention, vous opérez sur notre territoire, donc au sein de nos frontières, mais donc au sein de nos frontières, vous allez respecter nos règles. Donc c'est ce que j'appelle moi une forme de souveraineté normative défensive. On est défensif et on explique aux étrangers finalement que chez nous, ils respectent nos règles. C'est pas mal. Après, avec des énormes doutes sur la mise en œuvre, la faisabilité, la bureaucratie européenne, etc. Mais si l'intention est d'envoyer un signal, le fameux rapport de force, c'est pas mal. En revanche, il nous manque évidemment la dimension proactive, c'est-à-dire la dimension industrielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses, mais nous n'avons toujours pas l'échelle. Nous ne sommes pas passés à l'échelle. Et puis, il y a une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on appelle souveraineté ? Qu'est-ce qui se joue autour de ça? Ça commence où? Ça se termine où? Si je prends un exemple très concret, vous avez la start-up française Mistral, qui est censée être la contre-proposition de OpenAI. Et dans les performances de Mistral, elles sont plutôt très bonnes dans le B2C, c'est-à-dire dans les usages finaux auprès des utilisateurs. Et l'enjeu qui se joue est multiple. Si la souveraineté, c'est de dire, c'est la composition du capital, Mistral n'est pas souverain. Une grande partie du capital est américain. Si la question de la souveraineté, donc n'est pas français, si la question de la souveraineté, c'est de dire, en fait, on est sur un écosystème franco-français ou franco-européen, où tous les acteurs sur toute la brique et toute la chaîne sont européens ou français, Mistral n'est toujours pas souverain. Il déploie à partir de Microsoft et de Google, entre autres. Il déploie à partir des hyperscalers américains que j'appelle moi les acteurs systémiques, qui sont goulots d'étranglement, qui sont en fait des infrastructures. Les géants technologiques américains sont aujourd'hui des infrastructures pratiquement d'utilité publique. Et pourtant au statut juridique d'entreprise privée. Je reviens toujours à mon problème initial, qui est la question de la nature de ces entités. Non pas ce qu'elles font, mais ce qu'elles sont. Mais si la question de la souveraineté, c'est la fabrication des savoirs, c'est-à-dire de dire on va fabriquer la connaissance à partir de nos valeurs, de notre corpus, de notre langue, de notre culture. Là, Mistral devient intéressant. Parce qu'en effet, il va construire ses modèles à partir du français. Donc, dit comme ça peut être un peu ésotérique. Mais prenez l'exemple, par exemple, de la justice algorithmique. Ce qu'on appelle faussement d'ailleurs la justice prédictive. Elle n'est pas prédictive, mais elle est algorithmique. Si vous utilisez les outils américains, eux, se sont éduqués, se sont entraînés sur en fait l'acception anglo-saxonne du droit, c'est-à-dire jurisprudentielle, la common law. En Europe, on n'a pas du tout la même acception du droit. Elle n'est pas du tout jurisprudentielle, par exemple, en France. Elle est de droit romain. Elle est principielle. Et donc, de ce point de vue-là, avoir des outils qui reflètent vos valeurs, votre acception, la façon de procéder, la façon de traiter des cas, là, c'est éminemment politique et donc géopolitique, une fois de plus. Ne jamais oublier que ce sont des outils de soft power, de diffusion de valeurs, d'hégémonie, d'une certaine façon. Et donc, n'oubliez jamais ceci, la méthode. En fonction de la question que vous essayez de résoudre, vous aurez une réponse particulière. La souveraineté en soi ne veut rien dire. À quelle question la souveraineté doit-elle répondre? Le capital? L'infrastructure? Les valeurs? La connaissance? Et donc, en fonction de la question, vous aurez une réponse différente. Voilà pour
Voilà pour le premier slot de réponse. Merci beaucoup Asma Mala. Je ne sais pas s'il y en a le temps pour une dernière question. Peut-être une dernière question. Ah, allez. Bonsoir madame. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Vous avez mentionné le fait que l'opinion publique était un cinquième pouvoir, qu'on avait aujourd'hui une relative indifférence, notamment de ces opinions publiques vis-à-vis de la question technologique, et que cette question technologique était fondamentalement politique. Si elle est politique, elle implique notamment que dans le domaine éducatif, des choses soient faites. Comment est-ce que vous pensez ces implications dans le domaine éducatif? Est-ce que comment en fait forger l'esprit critique des jeunes citoyens? Est-ce que l'école doit être un sanctuaire sans écran, sans toutes ces questions d'intelligence artificielle? Est-ce qu'au contraire, il faut déjà y éveiller les jeunes écoliers? Comment est-ce que vous pensez ce défi éducatif-là? Merci beaucoup. Alors la question de l'éducation et de l'école, c'est une vaste question. La première remarque que ça m'inspire, c'est qu'en Suède, qui a été pendant longtemps, vous savez, les méthodes à la mode scandinaves. Donc, ils avaient mis des écrans absolument partout. Et en fin d'année dernière, vous me direz, il y a eu un changement de gouvernement entre-temps, mais en fin d'année dernière, ils s'en sont complètement revenus des écrans et ils ont dégagé les écrans parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait re-alphabétiser les gamins. Écrire, lire. Donc, en fait, je ne pense pas qu'il faille avoir une réponse binaire. Tout dépend de à quel moment vous intervenez. Au départ, je ne suis pas persuadée que les écrans soient nécessaires. La première urgence, c'est qu'on fabrique des futurs citoyens qui soient lettrés, c'est-à-dire en capacité d'utiliser leur capacité cognitive. Donc, demain, leur esprit critique. Mais vous n'aurez jamais d'esprit critique si vous ne savez plus écrire. Vous n'aurez jamais d'esprit critique si vous n'arrivez plus à lire. Or, aujourd'hui, quand on regarde les classements PISA, notamment de la France, c'est une catastrophe. Vous avez des gens qui arrivent au collège et qui ne savent plus déchiffrer ou qui déchiffrent avec difficulté. Là, ce n'est pas possible. Donc, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ensuite, oui, bien sûr qu'il faut avoir une littératie numérique. Mais la littératie, ce n'est pas les écrans, encore une fois. Ça peut l'être. Il faut savoir comprendre ce qu'il y a dans la machine. Mais la littératie, c'est la géopolitique, c'est l'histoire, c'est la géographie, ce sont les humanités, la philosophie, la théorie politique, les sciences civiques. Donc, c'est en fait fabriquer des citoyens libres, mais libres de réfléchir, libres de penser. L'esprit critique en soi ne veut rien dire. C'est en fait des capacités cognitives qu'on va optimiser pour faire que demain, vos citoyens soient en capacité d'exercer leurs droits. Et donc d'être présents à leur monde. Donc, ça, c'est mon deuxième élément de réponse. Troisième élément de réponse, beaucoup plus pragmatique en termes de politique publique. En France, on a les grands programmes France 2030, la coordination IA nationale, etc. Et vous avez récemment eu des annonces pour dire qu'en France, partout, vous allez avoir des cafés IA organisés avec tout un tas d'acteurs locaux, etc., qui en fait vont inviter les citoyens à venir se familiariser avec l'outil, mais aussi avec ce qu'il y a autour de l'outil. Les enjeux des biais, des reproductions de discrimination, etc. La question de l'information, la désinformation. Bon, c'est bien, parce qu'il n'y a pas que la question de l'école, il y a aussi les adultes, il y a aussi les seniors. Ça se joue en fait sur l'ensemble de la population. Ce n'est pas que la focale jeune. Tout le monde est concerné. Donc, vous pouvez avoir ce type de format-là. Après, je terminerai peut-être sur quelque chose de plus évanescent comme réflexion, mais à laquelle moi je tiens de plus en plus. Il y a quelques semaines de ça, j'étais au Festival du Livre de Paris. Et on m'avait mis en discussion avec un écrivain, donc un auteur de science-fiction et de romans d'anticipation.
Et on s'était très bien entendu. Et on était arrivé à la conclusion suivante. Votre vie numérique, tout ce que vous faites derrière les écrans, est une vie en soi. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a en permanence 2 existences à gérer. La vie réelle et la vie sur écran. Et c'est une existence à gérer en soi. Moi, je vois le temps que je passe sur les réseaux sociaux, c'est une identité en soi, qu'on façonne, qu'on bichonne, qu'on articule, toute la narration autour, les messages, les photos, les posts, l'actualité, les événements, les mails. C'est une vie en soi, une vie sociale en soi. Donc on a 2 vies, on a 2 existences, avec une asymétrie fondamentale. C'est que sur vos vies numériques, vous avez une transparence quasi totale de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Soit parce que vous le produisez, c'est ce que je disais en début d'intervention, soit parce qu'en fait, par toutes les datas, on sait exactement ce que vous faites. Est-ce que vous mentez à Google? Jamais. Ou alors vous êtes complètement psychopathe. On ne ment pas à Google. Donc en fait, il y a une forme de transparence et on se livre. On se livre pratiquement sans filtre, sans phare. Et même quand vous mentez, on sait que vous mentez par toutes les données par ailleurs qu'on a sur vous. Donc vous ne mentez jamais. Vous n'arrivez pas à mentir. Vous n'arrivez pas à travestir sur les plateformes ou derrière les écrans. Et donc dans cette ère de transparence qui est en train de devenir une forme de transparence totale, où vous êtes transparent, Deleuze disait on devient des individuels. C'est-à-dire on est en train, au fur et à mesure, de supprimer le 1 de individuel, c'est-à-dire le 1 de l'indétermination, de l'imprévisible. Ce qui fait en fait la vie, les surprises, la contingence, le droit à ne pas être réductible à un algorithme. Et donc, pendant ce festival, et j'en arrive à ma chute, on s'est dit que, d'une certaine façon, et c'est pour répondre à la question de l'école, mais qui est en fait une question beaucoup plus large, les poches de résistance, le lieu de la complexité, le lieu de l'imprévu, ce sont les lieux physiques. C'est en fait la vraie vie qui devient paradoxalement la vie de résistance. La vie, on a le droit de mentir, on a le droit de tromper, on a le droit de travestir, on a le droit à la complexité, on a le droit à l'ambivalence, on a le droit à l'ambiguïté. Et c'est ce changement-là où tout d'un coup, vous avez votre vie numérique qui est fondamentale et omniprésente, qui est-elle totalement transparente et vous êtes plus transparent que transparent, suppose en miroir qu'on investisse beaucoup plus la vie réelle, donc les lieux physiques, donc l'école, l'université, les facs, comme ici aujourd'hui, se voir, parce que c'est là où se crée le lien, donc c'est là où se crée la conversation, donc c'est là où se crée la démocratie.